À l'origine, elle culminait donc à 50 mètres de haut. Elle était construite non pas en pierre mais en briques crues et recouverte d'un parement en calcaire blanc. Un pyramidion en granit noir couronnait le sommet. Les fouilles ont révélé la présence d'un fossé creusé dans la roche calcaire, mesurant 3 mètres de profondeur, qui entourait auparavant la pyramide. Il était rempli de plusieurs tonnes de pierres concassées, d'une épaisse couche de sable. Il jouait en fait un rôle crucial parce qu'il protégeait les fondations de la pyramide en absorbant les eaux de pluie très violentes dans la région. À cette fonction prosaïque s'ajoutait une fonction symbolique. Il rappelait le mythe du dieu Osiris, le dieu de la végétation évidemment, qui, selon la légende, avait été enterré sous une motte de terre au milieu d'un lac et entouré de champs immenses. Eh bien, il semble que Sésostris II n'ait pas ménagé ses efforts pour se bâtir une demeure d'éternité, semblable à celle du dieu, garantie pour accéder à la vie éternelle. L'entrée de la pyramide aurait dû en principe se trouver sur la face nord. Or, si une sorte de chapelle semble être la porte d'entrée du tombeau, en réalité, il s'agit d'un leurre. On en trouve un autre sur la façade orientale, mais là aussi, il s'agit d'une impasse. Au pied de la face sud, un puits étroit s'enfonce à 15 mètres en dessous du sol. Mais il est impossible que les prêtres aient fait descendre le sarcophage du roi par ce conduit. Alors, où se trouve l'entrée de la pyramide ? Eh bien, en fait, pour la trouver, il faut s'éloigner quelque peu et s'engager dans la tombe des enfants royaux creusée auprès de la pyramide de Sésostris II. On arrive alors dans un véritable labyrinthe de tunnels. L'un d'eux conduit directement à une chambre voûtée qui aurait dû être la chambre funéraire du roi. Mais il s'agit d'un piège, destiné justement à dérouter les pilleurs. Les architectes ont même poussé le détail à creuser dans la paroi une fausse niche destinée à recueillir les vases canopes dont le rôle est d'abriter, vous savez, les organes du roi défunt. Le couloir menant à la vraie chambre funéraire est dissimulé derrière un mur soigneusement scellé. Sauf que ces précautions n'ont pas suffi à protéger la dépouille royale puisque la pyramide est vide. Quant au magnifique sarcophage de granit qui renfermait la momie du roi, eh bien il est vide aussi. À voir l'aspect actuel de la pyramide, on ne se doute pas qu'elle a pu être un véritable tombeau royal. Elle n'est pas faite en gros blocs de pierre comme les pyramides de Gizeh, mais en briques crues. Alors pourquoi construire une pyramide avec des matériaux aussi fragiles, me direz-vous ? Eh bien, rappelez-vous, le tombeau est élevé sur un sol rempli d'eau. Il n'aurait pas pu supporter le poids d'un tel monument s'il avait été construit en pierre dure. Le roi a donc opté pour la brique crue, bien plus légère. La pyramide n'est pas élevée sur le sol même, mais sur une sorte de plateforme, si vous voulez, faite de sable et de gravier qui, encore une fois, absorbe l'eau des précipitations et qui permet au monument de s'élever sur un sol ferme. Le cœur de la pyramide, en briques crues, est ensuite recouvert d'un parement de calcaire blanc de Toura, le plus fin qu'on puisse trouver en Égypte, qui renvoie la lumière du soleil. Grâce au parement de calcaire et au pyramidion de granit noir, la pyramide étincelait de 1000 feux. Comme on peut le voir, donc, ce monument a été finalement très bien conçu et bâti par des ouvriers spécialisés. Le chantier, on le sait, a duré 35 ans. Une ville a été aménagée au pied du monument en construction pour accueillir les ouvriers et leurs familles. Elle s'étend sur près de 14 hectares. La ville suit un plan très régulier, divisé en quartiers d'habitation qui abritent des maisons de tailles différentes. Les dignitaires sont logés dans de grandes villas de plus de 2000 mètres carrés, tandis que les ouvriers vivent dans des maisons de taille plus modeste. Les fouilles ont exhumé tout un lot d'objets qui racontent la vie quotidienne de ces hommes et de ces femmes, des outils, des pesons de métier à tisser et, plus surprenant, un masque fait de lin et de cuir qui a longtemps été utilisé si on en juge par les nombreuses traces de réparation. Des trous ont été percés au niveau des yeux et des narines, ce qui prouve qu'il a été utilisé par des personnes vivantes, peut-être au moment de cérémonies rituelles. La ville abritait également un sanctuaire destiné à assurer le culte du roi défunt. Le site a livré un véritable trésor, un nombre considérable de papyrus qui dévoilent les aspects les moins connus de la vie quotidienne de l'époque. Il s'agit de documents médicaux, juridiques, administratifs. Certains d'entre eux se révèlent être des listes de recensement des habitants qui vivent dans une même maison et nous permettent de suivre l'évolution d'un même foyer dans le temps.
On trouve aussi des transactions passées entre les différents membres du personnel chargés d'accomplir les rituels, ou encore des lettres écrites par les dignitaires à leurs employés, leur donnant toutes sortes d'instructions pour mener les différentes missions à bien. Certaines d'entre elles décrivent carrément, en détail, l'organisation des bureaux impliqués dans la gestion de la ville et les procédures administratives. C'est tout un monde disparu depuis des millénaires qui reprend vie. La pyramide d'El Laoun n'est donc pas érigée au milieu de nulle part, mais bien au cœur d'un monde verdoyant et dynamique. Mais qu'est-il donc arrivé à ce remarquable monument pour qu'il soit aujourd'hui dans un tel état de délabrement ? Un bloc de pierre nous livre la réponse. Le cartouche de Sésostris II qui y était inscrit a été effacé et remplacé par celui du coupable. Et ce coupable, c'est pas n'importe qui. C'est le pharaon par excellence, le grand Ramsès II. À l'époque du grand roi, le culte de Sésostris II s'est complètement éteint. D'ailleurs, son nom même est tombé dans l'oubli. La pyramide étant abandonnée, Ramsès II a jugé utile de démonter le parement de calcaire blanc et de l'employer pour ses propres monuments à lui. Le cœur en briques crues s'est alors retrouvé à l'air libre, à la merci des intempéries. Après le règne de Sésostris III, les caisses du trésor royal sont vides. Les pharaons n'ont plus les moyens de construire de nouveaux sanctuaires et de poursuivre cette politique de subvention aux grandes familles locales, celles qui demeurent pourtant des alliés indispensables à leur maintien sur le trône. On observe une nette diminution des travaux royaux dans les temples et des expéditions chargées de livrer des pierres et des produits précieux. Le roi se lance dans une réforme totale de l'administration pharaonique, plus développée et plus spécialisés. De nouveaux titres en lien avec la gestion du personnel et des travaux agricoles font leur apparition dans les documents. La couronne tente d'accroître ses revenus en imposant des travaux obligatoires à une grande partie de la population. Les camps de travail se multiplient. La politique de grands chantiers de construction laisse la place à une politique de travaux intenses, de défrichement, d'aménagement des terres de labour justement. Ces travaux sont supervisés par des intendants des champs, les nouveaux hauts dignitaires de l'administration palatiale. Le but principal de cette réforme est de mettre en valeur des terres jusque-là laissées de côté, à peu de frais, tout en engrangeant de nouveaux revenus. Toutefois, une partie non négligeable des ressources du royaume échappe complètement à la monarchie. Effectivement, l'essor des villes et des villages permet l'émergence d'une classe moyenne qui vit et se développe au sein de l'économie urbaine. C'est elle qui capte les richesses locales, qui lui permettent de s'enrichir et d'accroître son influence à l'échelle locale. Une autre puissance se met donc en place, indépendante du palais. L'administration royale exerce un contrôle bien instauré sur les grands du royaume, mais elle ne dispose d'aucun moyen pour étendre son influence sur la fameuse classe moyenne. Cette dernière en profite et se dote d'une organisation politique propre. Des familles élargies de notables, apparues après la chute de la monarchie memphite, développent des réseaux d'amis et de clients qui leur permettent de dominer peu à peu leur ville ou leur village. L'organisation de ce système politique local peut se lire sur les stèles funéraires. Le défunt y est représenté en compagnie des membres de sa famille, ses amis, ses associés et ses serviteurs. Elle déroule de longues listes généalogiques qui témoignent de l'existence de réseaux sociaux complexes. Même les textes liés au rite funéraire mentionnent ces familles élargies et l'entourage du défunt. Chaque notable dispose d'un domaine agricole plus ou moins étendu dont il perçoit les revenus. Les denrées alimentaires sont stockées et redistribuées aux habitants de la ville. Les grandes familles se servent de la production agricole pour entretenir leur réseau politique qui lui permet de maintenir sa mainmise sur la vie politique et économique locale. Certaines villes sont évidemment plus puissantes que d'autres. Par exemple, à Abydos, les maisons de maître disposent d'immenses silos dont les capacités de stockage de grains dépassent largement les besoins d'une seule famille. Le domaine funéraire reflète lui aussi cette montée en puissance des grandes familles locales. Toujours à Abydos, les archéologues remarquent que le cimetière nord connaît une extension sans équivalent durant le Moyen Empire, bien que les personnes inhumées ne soient que des membres de la classe moyenne locale et n'appartiennent donc pas à la famille royale ou à son entourage. De nombreuses tombes montrent par leur dimension l'aisance matérielle de leurs propriétaires qui ne peuvent pourtant se vanter d'aucun titre officiel.